Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Et ça y est, le Fear and Greed Index de retour dans l'extrême peur ici à Veng et le market order flow en recherche de vente. Je vous souhaite à tous une excellente vidéo et n'oubliez pas de laisser un petit commentaire pour pouvoir participer au tirage au sort de dimanche prochain. C'était Zap Crypto. En ce moment, l'intérêt, le social interest, c'est-à-dire les recherches, etc., et toutes ces choses-là, sur Bitcoin qui touche un plus haut de 2 mois. Alors que Bitcoin est juste au-dessus des 19 000 $. Donc au niveau du sentiment, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Avec une actualité qui a toute sa place dans un récap crypto, c'est une grande première pour un média francophone 5 ans après sa création. Cryptost s'associe avec Bloomberg pour proposer ses actualités directement à leurs clients institutionnels. Alors pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec ce monde, Bloomberg c'est un groupe financier américain qui est très connu, qui est spécialisé dans les services aux professionnels des marchés financiers et dans l'information économique. Leurs terminaux équipent la majorité des professionnels du monde financier et leur apportent des informations et des données directement d'ailleurs aux décideurs économiques. Voilà, Cryptost devient donc le premier média crypto français à être référencé sur les 325 000 terminaux Bloomberg qui sont présents dans les plus grandes entreprises du monde. Edward Snowden, un lanceur d'alerte qui a participé à faire en sorte que l'humanité soit au courant de certaines choses qui se passent dans le monde, et il a obtenu la nationalité russe. Il ne risquera pas l'extradition de la part des Russes, sauf si un jour les Américains et les Russes trouvent un terrain d'entente et oui, parce voilà. qu'ils se sont toujours entendus, les Russes et les Américains. Tu sais pas, la semaine prochaine normalement. Non mais les gars, allez, sur les chaînes du Lvi, il peut se passer beaucoup de choses sur 5 ans, 100 ans, et la société peut changer, on sait jamais ce qui se passera mais Edward plus tard. Snowden dans 100 ans, je suis pas sûr qu'il soit Son fils, bordel, ils prendront son fils en otage, calmez-vous. Alors ce qui est assez intriguant... Bah justement, est-ce que pour toi, c'est stratégique ou pas? Sachant, attention, avant de dire que c'est stratégique, qu'il n'est pas en Russie depuis 2 semaines. Il a fait Hong Kong et là il est en Russie depuis 2020, si je dis pas de conneries. Quelqu'un regarde la série Le Bureau des légendes? J'ai regardé la première saison. Oui, à l'époque. Je sais pas si on a des viewers qui regardent Le Bureau des légendes, qui ont regardé la dernière saison justement, qui concerne Malotru en Russie, et pour moi c'est un peu pareil. Donc je pense que Snowden, qui était en Russie depuis 2020, il a dû trouver un terrain d'entente là dernièrement avec ce qui se passe sur les tensions un peu géopolitiques du moment. Faut savoir que c'est pas Poutine qui est arrivé et qui a dit Russe. Ouais, il a autre chose à foutre. Non, il en a rien à foutre, Poutine. Faut savoir que le mec, ça lui passe au-dessus. C'est de par l'avocat de Snowden qui avait déjà fait la demande auprès des autorités de donner la nationalité russe à Edward Snowden. Et je sais pas si c'est un heureux hasard ou c'est juste pour la mettre un peu aux Américains. Il l'a obtenu officiellement il y a quelques jours. Il paraît que c'est grâce à Depardieu. Qui était là. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'un lanceur d'alerte qui a quand même donné des informations qui ont aidé un peu l'humanité, qui soit safe. Va lancer une alerte en Russie, tu vas voir comment tu vas avoir du plutonium dans le sang, tu vas rien comprendre. Non, je dis pas qu'il est dans une... mais les gars, j'ai pas dit qu'il était dans un exemple de démocratie. Je dis juste qu'il va être un peu plus serein dans sa tête. Ça fait 10 piges qu'il est en stress, le type. Il a quand même dit, je vais pouvoir réespérer avoir une vie de famille et de pouvoir justement profiter de mes proches, etc. Parlons maintenant de FTX. FTX vient de gagner l'enchère associée à Voyager Digital. Voyager Digital, c'est la société similaire à Celsius, ont placé des crypto-monnaies et ça nous rapportait un taux d'intérêt plus ou moins intéressant. La société a fait faillite. Et là, en fait, FTX vient de racheter les actifs restants de Voyager pour 1,4 milliard $. Donc voilà, on voit bien qu'FTX, ils ont toujours beaucoup d'argent pour racheter les sociétés. On va voir ce qui va être fait de tout ça. Est-ce que les personnes vont récupérer une partie ou non de leur actif? Je pense qu'ils vont récupérer une partie, mais sûrement pas la totalité. On va voir. J'espère que vous n'aviez pas d'argent sur Voyager, mais en tout cas, c'est une bonne chose qu'au final, FTX rachète. Je pense qu'ils vont essayer de faire ce qui est le mieux pour le consommateur. Historiquement, Bitcoin est le meilleur actif depuis 10 ans. Alors quand je dis le meilleur actif, je regarde principalement ce qu'on appelle le ratio de Sharpe. Alors ça peut vous paraître compliqué comme ça, mais en fait c'est quelque chose de très simple. C'est tout simplement le ratio entre le rendement et le risque. Pour un niveau de risque donné, quelle est ma performance? Donc sur le graphique, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais sur le graphique du coup de gauche, on a une comparaison du ratio de Sharpe du Bitcoin versus d'autres classes d'actifs. Donc vous allez avoir donc l'immobilier américain, les obligations, les actions, l'or et les devises. Donc en gros, je ne vais pas vous faire patienter longtemps.
La courbe qui nous intéresse, c'est évidemment la courbe orange, et on voit que structurellement, le ratio de Sharpe du Bitcoin est significativement beaucoup plus important que les autres classes d'actifs. Ensuite, j'ai fait un focus sur les actions. Parce qu'effectivement, certains observateurs comparent l'évolution du prix par rapport aux actifs risqués. Donc les actifs risqués, c'est principalement les actions. Et là, on voit sur plusieurs secteurs. Là, en gros, il n'y a pas photo. Donc là, ce graphique commence depuis 2020. Et on voit que Bitcoin reste incontournable et évidemment la classe d'actifs qui performe le plus. Depuis sa révolution au milieu des années 90, le moteur de l'expansion chinoise a toujours été son secteur immobilier, le plus important secteur économique du monde. À lui seul, il a été responsable de plusieurs dizaines d'années de croissance insolente à 2 chiffres. Par ricochet, il a fait tourner l'industrie chimique, celle du bois, du papier, des transports, de l'acier, des machines, de l'emploi, et tout ça à plein régime, procurer des recettes fiscales abondantes tout en améliorant considérablement le niveau de vie des Chinois. La Chine moderne s'est construite en même temps que son immobilier qui représentait encore 29% de son PIB en 2021. Oui, mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Après avoir battu des records jusqu'à la fin de l'année dernière, les prix ont commencé à chuter dans les grandes villes comme Shenzhen, Shanghai, Pékin et Canton. La situation est tellement tendue que les prévisions de croissance pour 2022 et 2023 ont même été revues à la baisse, ce qui n'est pas sans inquiéter le reste du monde, car quand la Chine ralentit, la planète aussi. Il y a quelques mois, nous vous parlions ici même des déboires du plus gros promoteur du monde, Evergrande, aujourd'hui en défaut de paiement pour 300 milliards de dollars. Mais il n'est pas le seul à s'étouffer avec ses dettes et tout ça tombe bien mal, car la Chine avait d'autres chats à fouetter. Elle doit déjà faire face à une recrudescence du virus, à des pénuries de matières premières stratégiques, à des conditions climatiques qui menacent les récoltes et à la montée des tensions autour du dossier de Taïwan, sa province rebelle. Cette nouvelle crise menace à présent la paix sociale dans le pays et pourrait bien venir mettre un gros coup de frein aux grands projets dans lesquels la Chine s'est lancée, avec pour objectif de dominer le monde en 2049. Coinbase, voilà, juste ici, Coinbase dément les allégations de trading pour le compte propre. Apparemment, ils avaient tradé avec 100 millions de dollars, donc c'était plutôt pour tester les mécanismes et les algorithmes et leurs trucs. Bon, finalement, pas top l'histoire, donc il y aura beaucoup de FUD qui iront, mais ça permet d'alimenter en réalité une situation perplexe pour empêcher les petits porteurs de rentrer dans ces actions-là. Vous rentrez pas quand une action fait moins 98%. Vous y rentrez plus en réalité, vous la regardez même pas. Mais moi je la regarde et les opérateurs la regardent et ces FUD-là sont très intéressants pour potentiellement alimenter une baisse. J'avais aussi un autre truc, je crois qu'ils avaient avoué, entre guillemets, à moitié avoué, voilà, Coinbase. Un des accusés reconnaît sa culpabilité. Vous vous rappelez, il y a eu un petit feu il y a quelques semaines de cela par rapport à des ICO et des achats massifs sur d'autres exchanges parce qu'il savait qu'il allait avoir des listings sur Coinbase, donc beaucoup de volatilité, beaucoup de liquidité, donc beaucoup de volatilité pour potentiellement de l'achat, bien évidemment. C'est beaucoup plus facile d'acheter un marché que de le vendre, surtout quand vous en possédez pas et quand sur Coinbase vous ne pouvez malheureusement pas faire de vente à découvert, autre chose comme ça, sauf pour le pro, je crois que vous pouvez le faire maintenant. Mais dans l'idée, c'est à peu près ça, donc c'est beaucoup plus facile quand vous listez quelque chose sur Coinbase de faire des revenus, surtout si vous faites du dividende initié. Donc ils vont finir, ça pèse lourd en réalité aux États-Unis ce type de délit. Donc il y a du FUD, il y a des choses, ils vont s'améliorer et ça se revoit dans le cours actuellement. Et je pense qu'ils sont en train de pricer cette déchéance. On finit les actualités du lundi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a Coinbase qui est poursuivi en justice par la société Veritasum pour contrefaçon de brevets sur sa technologie de transfert de crypto utilisée sur plusieurs applications de Coinbase. Et je précise que la société réclame la modique somme de 350 millions de dollars. Les marchés financiers jettent l'éponge. Alors ça, c'est le truc sur lequel je suis tombé ce matin en me levant. Les marchés financiers jettent l'éponge. J'ai presque envie de dire c'est la bonne nouvelle de la matinée. Alors pour l'instant, on n'a que des trucs pourris depuis quelques semaines. On a fait le bilan et refait le bilan sur ce qui n'allait pas finalement dans l'économie et dans les marchés, dans tout ce qui nous attend dans l'avenir. Mais là, tout d'un coup, quand vous avez les médias qui commencent à vous dire que c'est bon, là, les marchés jettent l'éponge, ça commence à donner des bons signes, des bons signaux pour l'avenir. Il manquerait plus qu'on ait le Paris Match ou le Voici qui nous fait une édition spéciale crash boursier. Et puis là, c'est bon, on aura trouvé le fond de la tasse et on pourra largement, tranquillement,
commencez à racheter. Et racheter, en fait, trouver le bottom, trouver le fond de la tasse, c'est la thématique du moment, puisqu'étonnamment, entre hier matin, on avait envie de se foutre en l'air et de sauter depuis le premier immeuble suffisamment élevé, et bien tout d'un coup, ce matin, on a l'impression que les gens sont en train de chercher le bottom, chercher le point bas, chercher à quel moment il faut rentrer. Et alors là, il y a 2-3 pistes qui commencent à se dessiner déjà, comme quoi on est capable de tourner la veste assez rapidement. Donc pas mal de pessimisme en ce moment sur les marchés. Le seul point positif, c'est qu'on arrive sur les plus bas annuels. Ça paraît paradoxal, mais c'est là où on pourrait avoir un petit rebond. Alors qu'est-ce qui a provoqué tout cela par la guerre en Ukraine et compagnie? C'est l'incertitude qui règne autour du point auquel les taux de la Fed pourraient culminer. Donc la Fed a indiqué que ça pourrait être 4,60%. Les taux pourraient culminer à 4,60% en 2023 et qu'elle ne prévoyait pas de baisse avant 2024. Mais les marchés, 4,60, c'est pas un chiffre très rond. Beaucoup de gens se demandent ce serait pas plutôt dans les 5%. Est-ce que le point sera atteint en 2023 ou en 2024 ou à début de 2023. Donc on est... la confiance n'est plus du tout sur les marchés, et pour qu'on ait des acheteurs, pour que des gens puissent revenir sur les marchés de manière assez forte, il faut que l'on ait confiance. Alors la volatilité, je vous en ai parlé hier, je vous expliquais que j'étais quand même assez surpris du fait que finalement, malgré toutes ces mauvaises nouvelles et tout le nombre de choses qui ne vont pas bien à l'heure actuelle, c'était quand même intéressant de voir que finalement la vol n'arrivait pas à décoller. Hier soir, on termine au-dessus des 30 sur la volatilité, c'est clair, mais en même temps, on a vu ces derniers temps que chaque fois qu'on a eu vraiment des sell-off, la vol normalement monte jusqu'à 40, et on dit, empiriquement parlant, que quand on arrive à des niveaux de 40, on est dans des zones d'exagération, donc il y a moyen de moyenner pour essayer de rattraper, de racheter des actions à ce niveau-là ou des indices, parce que finalement on est en train d'exagérer. Si on n'est pas dans une crise des subprimes ou une bulle internet. Mais en tous les cas, pour l'instant, dans un monde normal, si on arrive à 40%, c'est généralement un signe assez intéressant. Sauf que depuis quelques temps, on n'y arrive pas. Un petit peu comme si on ne voulait pas rentrer dans ce mode capitulation et désespoir, comme je vous l'ai montré hier sur le graphique. Grosso modo, on a l'impression qu'on ne veut pas aller jusque-là, donc du coup, ça capitule pas, ça ne craque pas, parce que les gens ont perdu, en tout cas, cette notion de panique. On a l'impression que tout le monde a lu du Warren Buffett, tout le monde s'est positionné pour se dire il faut faire du très très long terme. C'est vrai qu'on est passé du je veux être très très riche demain matin à je veux bien être riche à la retraite. Après, ça dépend toujours de l'âge qu'on a, mais forcément, eh bien, ça décale un petit peu dans le temps. Et du coup, forcément, il y a une amélioration de ce côté-là et une espèce de peur un peu moins impressionnante que d'habitude. Je rappelle que la grosse ligne vraiment qu'on va surveiller, c'est vraiment cette grosse ligne de trend ici qui, comme on l'avait déjà dit, à sa cassure pourrait amorcer une certaine phase de latéralisation et qui nous donnera un possible bottom sur Bitcoin. Mais bon, comme vous l'avez vu vraiment... depuis les derniers événements, donc c'est pas encore gagné, donc ça arrivera forcément un jour, mais en l'état on n'y est pas. Donc deuxième chose, encore une chose que je voudrais dire, voilà, ça nous donne encore un nouveau signal vraiment quand on prend ces deux appuis à ce niveau-là, donc on aura un nouveau signal. Donc comme on le sait vraiment sur les choses qui explosent, il y a plusieurs lignes vraiment qui se forment ici et sur lesquelles on s'appuie pour vraiment aller exploser, et au fur et à mesure vraiment qu'on avance, les cassures vraiment de ces lignes nous donnent vraiment premier, deuxième et troisième signal, vraiment pour nous dire que la bulle est vraiment en train d'éclater, ou alors que l'actif est tout simplement en train de retracer assez violemment. Donc vraiment la cassure de cette seconde ligne secondaire nous donnera vraiment un premier signal d'avertissement quant à une formation de figure ici qui nous amorcera vraiment la fameuse phase de latéralisation à la cassure vraiment de cette grosse ligne majeure. Bitcoin en daily. Rappelez-vous, on avait noté la zone de combat. On est en train d'en sortir vers le haut. Maintenant, il faut que ça se confirme. Il faut une clôture au-dessus des 19 900$ ce soir. Si c'est le cas, on sera sorti de ces zones de combat. En plus de ça, on aura formé ce W ici, au sein de la zone de rechargement et dans le bas du range. Donc, c'est un signal plutôt encourageant pour justement tenter de retourner dans le haut du range par la suite. Pour l'instant, le support tient. Donc, le support du bas du range, il tient. C'est un range, voyez ça comme un ping-pong, on peut faire du ping-pong entre les deux à l'infini jusqu'à ce qu'on ait une vraie résolution. Donc là pour l'instant le bas du range a tenu, c'est ce qui fait qu'on peut retourner
Au milieu du range, environ 21 800, et après le haut du range, c'est environ les 24 000 $. Tout simplement, c'est comme ça qu'un range s'analyse et se trade également. Il faut que les gens soient en déni par rapport à une montée. Et la dernière fois, ils étaient clairement en déni. Ici, on a eu beaucoup de gens qui ont martingale leur short. Ça veut dire quoi? Ajouter à leur perdant, en espérant que cette fois-ci, ça ne montera pas. C'était une opportunité plutôt bénie, entre guillemets, pour les bulls, mais on s'est fait défoncer par le CPI, donc pas de chance, c'était pas la bonne. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'avec ce rallye ici, que vont faire les gens? Est-ce que les gens sont en majorité bearish sur le rallye ou ils sont en majorité bullish? Et puisque les marchés vont sonder, ils vont essayer de ne pas faire de tout le monde des millionnaires. Hein. Il n'y a que les milliardaires qui ont le droit de prendre les millions. Donc, ici, on voit que, il y a un petit peu de déni au niveau du long-short ratio du côté public. Ici, là, pour l'instant, ils ne sont pas très chauds avec la montée. Donc, il faudrait voir dans des unités de temps inférieures comment ça se passe. On va voir, on va actualiser. On pourrait regarder ici comment ça se passe. Malheureusement, du côté de Bybit, avec le predicted funding qui monte, on voit quand même ça a switché relativement vite du côté bullish. Et pareil sur Bybit, sur Binance. Donc, personnellement, je suis un petit peu moins optimiste sur ce rallye ici que j'aurais pu l'être sur le rallye la dernière fois. Les alertes de volatilité à court terme m'invitent à penser que clairement les marchés et les marchés institutionnels classiques regardent principalement les cryptos comme mesure du différent risque qu'il peut y avoir. Si ce risque commence à pumper des cryptos avec des double digits en une journée, du 10-15%, et que surtout ça se poursuit par des liquidations et des gens qui se mettent à refomo dans le marché parce qu'au final, à force d'attendre plus bas, on ne peut pas faire autrement que d'acheter le marché quand il va monter, ça reste pour moi le risque principal des prochaines semaines. Le marqueur, comme on l'a vu, pour le côté plus institutionnel, ce sera que de toute façon, eux, ils attendront le PCE vendredi. Mais je ne suis pas sûr que les cryptos, elles attendent. Surtout qu'on a les alertes de volatilité, ça peut pumper assez vite, juste en allant chercher des liquidations bear sur les actifs les plus lourds, comme des bitcoins et des ethereum. C'est pour moi la chose à surveiller dans les prochaines semaines. Les structures techniques sont plutôt favorables aux acheteurs aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que les acheteurs sont assurés de gagner. Ça veut juste dire que la seule chose qu'on peut faire actuellement, c'est soit racheter des positions vendeuses, soit prendre des positions acheteuses avec des gestions du risque. Pour les vendeurs, clairement, ce n'est pas le moment de renforcer les positions short, c'est plutôt le moment de les encaisser au cas où il y ait effectivement ce démarrage acheteur. Donc vous faites comme vous voulez, hein. Mais comme je vous l'ai dit, on est sur des zones plutôt neutres. Pour les vendeurs, ça se passait il y a plusieurs semaines et on arrive sur les canaux de tendance. C'est-à-dire que des gestions du risque doivent être opérées. Ceux qui ont vendu sur ces zones-là arrivent sur les contextes opposés. Ils ne peuvent pas faire autrement que d'encaisser une portion de leurs bénéfices. Tout simplement pour s'assurer d'avoir quelque chose dans la peau poche si on repartait effectivement à 180 degrés. Sans pour autant couper tout, puisque la plupart de ces gens qui ont vendu ici target de nouveau plus bas. Donc, encore une fois, que vous avez pris un biais acheteur ou un biais vendeur, l'essentiel, c'est comment vous gérez vos risques. Les risques à l'achat, pour moi, ici, sont vraiment limités, mais ils ne sont pas garantis de succès, mais ça vaut, à mon avis, le coup d'octroyer du capital à ça. En revanche, ceux qui ont fait le pari baissier, donc short, avec probablement derrière des stratégies d'achat, n'oubliez pas que vous devez avoir un niveau d'invalidation, et pour moi, ça se situe a priori à peu près au niveau des $1 700. Si Ethereum retraite $1 700, tous les bears vont devoir liquider les positions restantes, c'est-à-dire clôturer les shorts, et ce sera probablement le message pour ceux qui attendaient d'acheter plus bas, qu'au final, il n'y aura pas de plus bas, et qu'il va falloir acheter dans le marché qui monte. Au niveau de la dominance stablecoin du market cap, il se passe quelque chose d'assez surprenant, mais on a déjà eu ça. Une espèce de pic comme ça, de pic de capitulation de gens qui se barrent tout simplement. Chose qu'on a eu, et là on dirait qu'on a un. Et ça le confirme. Tu as la dominance ici qui tombe complètement. Bam, tu vois. Et on le disait, hein, parce qu'on en avait une espèce de épaule, tête-épaule sur la dominance. La dominance tombe, donc ça veut dire du vert sur le Bitcoin. Donc là, la dominance ici, on le voit, elle tombe méchamment, mais le Bitcoin, il fait juste une toute petite montée. Donc là, on ne comprend pas. Comment ça se fait que le pourcentage de stablecoin, lui, bam, il se prend une grosse cartouche, donc il descend, donc il y a beaucoup moins de stablecoin, alors que le prix du Bitcoin, il monte un tout petit peu, et les alts aussi un tout petit peu. Mais la raison qui peut expliquer ça, c'est que les gens ont dégagé aussi leur stablecoin pour de la monnaie fiat, donc ils reviennent en dollars, tout simplement. C'est ce que nous montre ici le market cap qui se prend une grosse tartounette. Le market cap, ici, c'est comme la supply, parce que $1 égale un stablecoin, hein, donc il n'y a pas du prix qui change et qui te fait varier le market cap. Donc là, je pense qu'il y a une petite capitulation des gens qui se cassent et qui reviennent en dollars. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Oui, moi je ressens comme une bonne nouvelle. C'est des gens qui se barrent un petit peu, comme ils se sont barrés ici en mai, comme ils se sont barrés un petit peu ici en juin. Bon.
Du coup, ensuite, le géant mondial du divertissement Disney vient de réaffirmer son attrait envers la blockchain au travers d'une offre d'emploi pour un avocat compétent en matière de NFT, de crypto-monnaies et d'autres technologies Web3. Ça fait longtemps que Walt Disney, donc Disney, est sur le coup avec plein de recrutements. Je pense qu'ils ont des gros projets qui vont arriver et il y a moyen qu'ils explosent vraiment tout. Mettez Walt Disney avec les NFT et les enfants, vous avez capté, ça peut être vraiment un gros carnage, vraiment énormément d'argent, énormément de liquidités qui peuvent rentrer, donc préparez-vous. En tout cas, moi je mets sur une première mes débits sur Disney. Sans transition, on a Apple qui se lance dans les NFT, et visiblement un petit détail fait que la nouvelle ne passe pas très bien auprès de la communauté NFT. Mais tout d'abord, laissez-moi vous expliquer le projet de Apple. D'après les informations rapportées par un rapport de The Information, le géant américain aurait l'ambition de permettre la vente de NFT sur ses applications via le système de paiement intégré. Mais le truc c'est que Apple prendrait une commission de 30%, ce qui est énorme par rapport à des places de marché NFT comme OpenSea qui prennent une commission de 2,5%, mais qui reste logique dans l'écosystème d'Apple, où les ventes sur les applications présentes sur l'Apple Store sont taxées à 30%. Et je précise que dans cette histoire, tout ce que fait Apple, c'est autoriser et même forcer les applications à vendre leurs NFT via leur système de paiement intégré, pour ainsi prendre leur commission, et les applications qui ne payeront pas cette taxe se verront supprimées de l'App Store. Et donc suite à ces révélations, on a certains acteurs comme le PDG de Epic Games qui estiment que cette décision va tuer les entreprises d'applications NFT, étant donné que ces frais sont trop élevés pour rendre viable la vente de NFT. Et il faut également savoir que les ventes de NFT via le système de paiement d'Apple ne pourront être réalisées que en dollars ou en monnaie fiat, étant donné que pour le moment l'application n'autorise toujours pas les paiements avec des cryptos en raison de leur volatilité. Bref, en gros, si une application présente sur l'App Store souhaite vendre des NFT, elle devra reverser 30% à Apple, et vu le tollé que cela a provoqué sur les réseaux sociaux, attendons maintenant de voir si Apple reviendra sur cette décision qui a le potentiel de faire fuir une partie du marché NFT en dehors de l'écosystème d'Apple. Je voulais maintenant vous parler de NFT. Est-ce que vous vous souvenez de ce projet Pixelmon? Le projet Pixelmon, c'est un projet qui avait levé 70 millions de dollars. C'était énorme. Tout ça pour produire un jeu, sorte de Pokémon sur la blockchain avec un peu comme Axie Infinity voulait le faire, mais eux c'était vraiment Pixelmon, c'était orienté pixel et monster, et c'était des NFT très très moches qui sont sortis. Ça avait fait scandale à la sortie. J'essaie de retrouver l'image et l'article quand c'est sorti. C'était ce type de choses, c'était extrêmement moche. Regardez, vous avez des singes qui étaient vraiment pas jolis du tout, des monstres. Et ce NFT là qui a le plus fait parler de lui, on a appelé Kevin par la suite. Kevin, c'est le seul qui a quasiment pas changé. En fait, ils ont revu tout le design de tous leurs NFT, sauf Kevin qui est resté un peu le même, mais juste un peu plus joli. Mais regardez comment c'est beaucoup plus joli maintenant, tous ces Pixelmon. On perd l'aspect pixelisé, vous pouvez le voir ici, c'est des choses qui ressemblent plus à des monstres en 3D, mais c'est clairement plus sympa. Malheureusement, le floor price, le prix plancher de ces NFT reste quand même très bas par rapport au lancement. On rappelle qu'il y a des NFT qui étaient vendus à 3 Ethers, alors qu'actuellement ça en vaut 10 fois moins en Ethers. Le projet vraiment, il a eu du mal après le reveal et le fait que les monstres étaient vraiment très pas jolis du tout en fait. Depuis, ils sont en train de retravailler dessus, ils sont encore en train d'essayer de sortir le jeu, etc. Mais bon, ils ont du mal et espérons que ça permette de relancer le projet. C'est ce nouveau design associé à tous les NFT. L'équipe de Cross the Age est composée d'une équipe impressionnante. Il existe actuellement plus de 130 personnes impliquées dans le projet. C'est un titre de jeu à très grande échelle avec beaucoup d'argent et beaucoup de main-d'œuvre investie dans la production du jeu vidéo de grande qualité et relativement bien conçu. Il est clair qu'il s'agit d'un projet tout à fait légitime qui devrait faire basculer le monde des jeux crypto. Dirigé par le visionnaire Samy Schlagou, PDG et cofondateur, qui a participé à un certain nombre de studios de jeux à travers le monde entier, entre la France et le Japon, et a également créé des jeux pour un certain nombre de plateformes comme Nintendo, Sony, Xbox, Steam et Android. Aux côtés d'artistes incroyables avec de solides expériences, plus de 60 illustrateurs hautement qualifiés dans leur domaine visent à développer un univers impressionnant à travers Cross the Age, ainsi que des scénaristes extrêmement talentueux en termes de production de jeux et de développement de la blockchain. On peut également voir qu'il s'agit d'un projet à grande échelle avec beaucoup de grands noms attachés, même le très célèbre Sandbox y est rattaché. Travaillant sans relâche en coulisses, l'équipe de Cross the Age vise actuellement à attirer davantage de membres et d'investisseurs. Cross the Age est un projet incroyablement bien conçu et raffiné. L'équipe principale examine de très près l'écosystème actuel des jeux crypto et est sur le point de renforcer son projet et de nous livrer un jeu qui garantira un grand succès.
Et ça devient très compliqué pour la plateforme de vérifier qui vous êtes avec une vraie certitude et vous d'accéder au service sans un parcours du combattant interminable. Ce premier problème étant l'un des plus évidents, il s'agit de votre expérience utilisateur et de votre facilité d'accès et d'authentification sur Internet. Le deuxième plus gros axe, c'est la sécurité. En effet, si vous avez des accès un peu partout, on peut vous les voler et quelqu'un peut se faire passer pour vous. Pire encore que de se faire passer pour vous sur un site Internet que vous utilisez tous les jours, ça pourrait être un accès financier et ça pourrait être quelqu'un qui retire et qui essaye de vous dérober de l'argent. En plus de ça, pour des questions d'expérience utilisateur, beaucoup de gens utilisent des centres de connexion communs. C'est ce que l'on appelle l'authentification fédérée. Au lieu de vous connecter avec votre mot de passe et votre adresse email, vous allez par exemple vous connecter avec le bouton se connecter ou s'inscrire avec Facebook ou encore Google. C'est super pratique, vous pouvez aller sur plein de sites internet, vous connecter ou vous inscrire sans avoir à renseigner tout plein d'informations puisque vous allez utiliser un seul compte pour vous connecter partout. Le problème, ça va être la sécurité de vos données à ce moment-là. Déjà parce que le géant, que ce soit Facebook, Google ou un autre, va avoir énormément d'informations sur vous et en plus de ça, va connaître vos habitudes, les sites que vous fréquentez, qu'est-ce que vous faites sur ces sites internet et donc il va pouvoir centraliser énormément de données sur vous. Et si on ne parle pas de sécurité de la donnée, si quelqu'un arrive à s'emparer de votre compte Facebook ou Google par exemple, il pourra accéder non pas seulement à votre compte Google, mais bel et bien à une multitude de services autour de Google avec lesquels vous aviez l'habitude de vous authentifier. Vous l'avez donc compris avec ces deux principales problématiques, et il y en a d'autres, croyez-moi, je pense que si on réfléchit tous, on peut en trouver énormément. Le problème, c'est que ce n'est pas adapté à l'ère du numérique. On a de plus en plus d'interactions numériques. Je ne vous parle même pas du web 3.0 qui se développe de plus en plus, ou de la prochaine tendance que Facebook a déjà annoncée en changeant son nom en Meta, c'est-à-dire le développement du métaverse et des univers virtuels. Que l'on croit ou non en ces différentes tendances, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que l'avenir sera de plus en plus numérique et qu'on aura de plus en plus besoin de pouvoir prouver notre identité et de s'identifier sur différents sites internet avec un outil encore plus puissant qu'un simple mot de passe et une adresse email. Voilà pourquoi c'est un enjeu de taille. La révolution numérique était déjà là et elle accélère de plus en plus et on a toujours les mêmes lacunes. Des problèmes qui étaient jusqu'à présent bien identifiés mais qui ne connaissaient strictement aucun outil et aucune solution jusqu'à la blockchain. Alors attention, la solution parfaite n'existe pas aujourd'hui. En tout cas, on a levé ce que l'on appelle un verrou technique. Là où il y avait un problème connu sans solution, on a maintenant un outil qui a toutes les caractéristiques pour fabriquer la solution parfaite à ce problème. Le gros problème que l'on retrouvait partout, c'était justement cette donnée. Comment être certain qu'une photo d'un passeport est une photo d'un passeport unique? Comment être certain que la personne qui nous l'envoie est bien le propriétaire du passeport? Comme on pouvait créer énormément de choses numériques, mais qu'elles étaient copiables et collables à l'infini, on ne pouvait pas avoir quelque chose de numérique et de totalement unique. C'est maintenant chose faite avec les NFT. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.